De tous les continents, il y en a un des plus mystérieux, le plus isolé géographiquement où la température peut descendre jusqu'à moins 91,2 degrés Celsius. Un continent quasi entièrement recouvert de glace sous la forme d'inland sea et par endroits cette couche de glace continentale peut atteindre jusqu'à 4 km d'épaisseur. Ce continent polaire, c'est l'Antarctique. Aujourd'hui, le continent constitue le plus grand désert du monde, mais aussi le plus aride, avec 14 millions de kilomètres carrés, contre 8 millions pour le Sahara. Cependant, l'Antarctique n'a pas toujours été ainsi. Son histoire, comme celle des autres continents, est marquée de collisions continentales et de dislocations. Divers orogénèses ont construit les reliefs du continent, et il y a seulement 30 millions d'années, il existait encore des forêts sur ce continent polaire. Nous allons, à travers la géologie de ce continent antarctique, découvrir son histoire, de la formation du craton oriental à la dernière grande glaciation du continent à la fin du Cénozoïque. Et débutons sans plus tarder par la naissance de ce fameux craton oriental antarctique. Et l'échelle des temps géologiques est ici fondamentale pour pouvoir se situer. Et nous allons ici nous intéresser aux 3 éons qui constituent le fameux précambrien. L'AD1, le plus ancien des 3 éons, débute il y a 4,56 milliards d'années, avec l'accrétion planétaire, et se termine il y a 4 milliards d'années avec la formation des plus anciennes roches aujourd'hui connues. L'Archéen débute avec ses premières roches constituées et se termine il y a 2,5 milliards d'années avec la grande oxydation et l'établissement d'une tectonique des plaques dite moderne. Le Protérozoïque débute donc à la fin de la Terre primitive et se termine il y a 542 millions d'années avec l'explosion de vie cambrienne, comme vous le savez très certainement déjà. En Antarctique orientale, on peut trouver un assemblage géologique caractéristique de cet ancien éon qu'est l'Archéen. Ce sont les roches les plus anciennes du continent et elles constituent le fameux craton oriental antarctique. Le craton étant un terme géologique définissant une vaste étendue continentale formée à l'Archéen et constituée de roches métamorphiques et magmatiques archéennes. Les cratons sont d'ailleurs considérés comme des zones très stables, sans sismicité marquée. Ils constituent l'ossature du continent et l'on distingue dans ces cratons les boucliers qui sont de vastes étendues de roches érodées dépourvues de couverture sédimentaire, à l'inverse bien évidemment du socle du craton. Le bouclier de l'Antarctique orientale se caractérise par la présence d'associations lithologiques communes à tous les terrains archéens, à savoir un socle granito-gneissique, une ceinture de roches vertes et bien évidemment des granites plus récents. Le socle granito-gneissique est constitué principalement de gneiss gris, à savoir d'anciens granitoïdes métamorphisés, sous la forme de roches rubanées constituées d'une alternance de lits quartzo-feldspathiques, niveau blanc, et de lits plus riches en biotite et en amphiboles, les fameux niveaux gris. Ces roches magmatiques sont des TTG pour tongémite, tonalite et granodiorite. Et ces roches sont principalement constituées de quartz, de feldspath dit plagioclasse, d'amphiboles et de biotite. Les TTG ne se forment plus à l'heure actuelle, car ils nécessitent des conditions de pression et de température absolument hors normes, ainsi que la fusion de la plaque lithosphérique océanique subduite et la fonte des métabasaltes. Ils sont donc caractéristiques des terrains archéens. Les conditions de formation des TTG ne sont actuellement plus réunies, car bien évidemment, le manteau actuel est bien moins chaud que le manteau archéen. Dans la ceinture de roches vertes, on retrouve d'autres roches archéennes, à savoir les comatites. Ces dernières qui, comme les TTG, ne se forment bien évidemment plus aujourd'hui. Ces roches se mettent en place avec un taux de fusion du manteau de l'ordre des 50 à 60%, contre 30% seulement aujourd'hui au niveau de la dorsale médio-atlantique pour les basaltes. La température de mise en place est aussi bien plus forte que pour les basaltes avec 1650 degrés Celsius, ce qui est bien supérieur à l'isotherme 1300 degrés. Toutes ces conditions spécifiques de l'Archéen ont permis la formation de ces roches anciennes que sont les comatites et les TTG. La présence du bouclier antarctique oriental permet donc de conclure que ce continent se serait formé il y a environ 3,8 milliards d'années. On suppose ici qu'au cours de l'Archéen, lorsque le craton oriental antarctique s'est formé, une tectonique des plaques plus ou moins proche de la nôtre était déjà établie. La question de la naissance de la tectonique des plaques et de son existence au cours de l'Archéen est un sujet de discorde et de débat en géologie. Il n'existe encore aujourd'hui aucun consensus sur ce sujet. 2 théories se confrontent. Soit nous avons affaire à une tectonique des plaques dite moderne avec subduction, il s'agit ici d'un modèle actualiste, ou alors d'une tectonique des plaques verticale, avec simplement des panaches montéliques et des points chauds, qui auraient formé les premiers cratons. La question est pourtant fondamentale, car on sait aujourd'hui que l'accrétion continentale, et donc la formation de croûte continentale,
est due, en tout cas à l'heure actuelle, à un magmatisme de subduction, avec la formation de plusieurs plutons en profondeur. Il y a donc nécessité d'une subduction et d'une tectonique des plaques, mais les conditions archéennes étant différentes de celles d'aujourd'hui, la question reste ouverte. Dans tous les cas, l'Antarctique s'est formée lors de l'éo-archéen. Le craton va ensuite connaître plusieurs grandes collisions continentales, pour former le premier supercontinent voici 3,6 milliards d'années, à savoir Valbara, qui rassemblait l'ensemble des cratons, mais qui reste encore à l'heure actuelle très hypothétique. Et enfin, nous arrivons au Kenorland. Les roches du Kenorland sont des comatites, issues d'un panache mantélique ayant eu lieu il y a environ 2,7 milliards d'années. L'Antarctique constitue alors le nord-ouest du Kenorland et se situe à l'équateur. Sur les littoraux du Kenorland se développent des ensembles de stromatolites qui continuent à produire du dioxygène, amorçant un grand renouvellement de la composition atmosphérique. 2,5 milliards d'années marque aussi la formation du craton Gawler en Australie, qui s'étend en Antarctique avec la Terre d'Adélie. Il y a 2,4 milliards d'années, après 300 millions d'années d'existence, le supercontinent Kenorland se disloque. Cette dislocation marque de manière certaine la naissance de la tectonique des plaques. A noter ici que cette dislocation amène les preuves de l'existence de la tectonique des plaques, mais elle aurait très bien pu exister bien avant au cours de l'Archéen, comme je l'ai dit précédemment. Mais il s'agit ici du débat en géologie que j'ai déjà évoqué. L'accrétion continentale archéenne et la formation du supercontinent Kenorland ont cependant permis la naissance de nouvelles masses continentales plus importantes. Les premiers véritables continents se sont donc enfin établis au début du Paléoprotérozoïque. La croûte paléoprotérozoïque est principalement représentée en Antarctique par l'escarpement North Mawson, dans les monts Prince-Charles. On y retrouve des gneiss gris de 2,49 milliards d'années, ainsi que des plis et des chevauchements qui marquent de façon certaine l'existence d'une orogénèse, et donc d'une collision continentale. La dislocation du Kenorland est aussi contemporaine d'un événement climatique majeur, la glaciation huronienne. Cette glaciation, considérée comme comparable aux glaciations du Cryogénien, que tout le monde connaît sous le nom de terre-boule de neige, a cependant duré beaucoup plus longtemps, soit 60 millions d'années. Cependant, des périodes interglaciaires bien plus douces ont probablement existé durant cet intervalle de 60 millions d'années, permettant le développement d'espèces dites mésophiles pouvant prospérer dans des températures oscillant entre 20 et 40 degrés Celsius. Il y a 2,1 milliards d'années se termine la glaciation huronienne, qui avait finalement donné un paysage à peu près familier à l'Antarctique. C'est d'ailleurs à la fin de cette glaciation qu'apparaissent les premiers organismes pluricellulaires connus dans le registre fossile. En témoignent les découvertes dans les schistes gabonais, se traduisant par 250 organismes pluricellulaires fossiles, tous datant de 2,1 milliards d'années. L'Antarctique verra progressivement sa superficie augmenter, mais la vie ne s'y établira que bien plus tard, au cours du Paléozoïque supérieur. Il y a 1,8 milliard d'années, l'Antarctique constitue une partie non négligeable du nouveau supercontinent, Nuna ou Columbia. Et cette fois-ci, l'Antarctique constitue le nord-est du supercontinent. Nuna débutera sa dislocation il y a environ 1,6 milliard d'années, et les continents émergents de cette dislocation formeront 500 millions d'années plus tard le supercontinent Rodinia. En effet, il y a 1,1 milliard d'années débute la formation du supercontinent Rodinia. Ce supercontinent est principalement marqué par la grande orogénèse granvillienne, qui se traduisait par une longue chaîne de montagnes. Cette orogénèse n'a cependant pas vraiment marqué le bouclier est-antarctique, malgré quelques marques de métamorphisme et de chevauchement. La Rodinia marque la période tonienne, qui avait déjà été développée brièvement avec Urasfera dans ma précédente vidéo. La fin du Tonien, il y a environ 800 millions d'années, coïncide avec la dislocation du supercontinent Rodinia. Mais seulement 200 millions d'années plus tard, tous les blocs continentaux s'unissent de nouveau pour former la Pannotia, le dernier supercontinent du néo-protérozoïque. D'ailleurs, pendant cette dislocation de la Rodinia, il y a environ 800 millions d'années, se forme aussi un nouvel océan, l'océan Farusien. Cet océan disparaîtra avec la subduction de la lithosphère océanique farusienne et la collision continentale entre le craton du Hogar et le craton saharien. Cette collision continentale marque le début de l'orogénèse panafricaine, qui est extrêmement bien représentée en Antarctique, dans les roches contemporaines de cette orogénèse. Mais par-dessus tout, elle marque aussi la naissance du Gondwana, un supercontinent constitué de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Australie, de l'Antarctique, de l'Inde et de Madagascar ainsi que de la Nouvelle-Zélande. Le Gondwana survivra bien évidemment à la Pannotia et ne se fragmentera qu'au Jurassique. Et à partir de là, parler de la géologie de l'Antarctique, c'est bien évidemment parler de la géologie du Gondwana. La formation de la Pannotie et du Gondwana engendre le grand cycle orogénique panafricain, débuté avec la collision des deux cratons africains déjà évoqués.
C'est aussi lors de cette collision que se rassemblent les différents cratons de l'Antarctique. D'ailleurs, l'orogenèse panafricaine est très marquée en terre d'Adélie. On y retrouve par exemple de nombreuses marques de métamorphisme et de chevauchement typiques d'une orogenèse. Vous l'avez compris, l'Antarctique entre alors au Phanérozoïque. Et désormais, il fait partie d'un supercontinent, le Gondwana, sur lequel la vie s'y développera très bientôt.